Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien sur A30 Télévision. Ce soir, je reçois sur ce plateau monsieur Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Bonsoir monsieur Jean-Pierre Kambila. Bonsoir madame. Ensemble, nous allons débriefer l'actualité de l'heure marquée par la campagne électorale dont les élections vont se dérouler plutôt le 20 décembre de ce mois. Bon, monsieur Jean-Pierre Kambila, vous êtes ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila. Quelles sont vos nouvelles politiques? Qu'est-ce qu'on peut connaître après votre passage à la présidence? Ça va très bien. Pour le moment, je ne suis nulle part. Pas dans un quelconque parti, pas dans une quelconque organisation politique. Je réfléchis et je m'exprime quand l'occasion se présente. Et lorsque vous étiez ancien directeur de cabinet, vous étiez au PPRD, vous étiez dans quelle famille politique? Oui, j'étais au PPRD, au bureau politique du PPRD. Vous avez démissionné? On m'a foutu dehors. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Monsieur Jean-Pierre Kambila, comme vous l'avez dit, vous êtes acteur politique, mais nous sommes en pleine campagne électorale, comme vous le savez, depuis le 19 novembre. Entre campagne électorale, il y a buzz, il y a promesse, il y a foule. Selon vous, qui est favori à ces élections? Oh, je pense que ça serait une tricherie de ma part que de présenter un favori, parce que je ne suis pas neutre dans cette affaire, c'est un parti pris. Alors pour être honnête, je ne parle pas de favori, je parle de celui que moi je souhaiterais voir à la présidence de la République. Vous souhaitez voir qui? Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes de l'Union sacrée, monsieur Jean-Pierre Kambila? Non, absolument pas. Pourquoi vous soutenez Félix Tshisekedi? Je n'appartiens à aucune organisation. Je soutiens Félix Antoine Tshisekedi parce que je crois à son action et essentiellement, ce qui m'a convaincu, c'est l'attention qu'il porte à l'instruction nationale. Celui qui pense à l'avenir d'un pays observe les pays qui avancent à travers le monde. Quand vous regardez les pays comme le Japon, Singapour, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, c'est des pays qui accordent une très très grande importance aux enfants, à la jeunesse, aux études, l'école, la formation. Et j'ai vu à travers le président actuel une attention particulière sur ce domaine-là. Une des premières choses qu'il a mises en place, c'est la gratuité de l'enseignement. Et ce qui est fait pour nous convaincre encore davantage, c'est que quelques années plus tard, les statistiques nous apprennent qu'il y a eu 5 millions d'enfants de plus à l'école. Et c'est là un score plus qu'honorable. C'est là quelque chose qu'il faut absolument encourager, parce qu'un pays sans matière grise n'a pas d'avenir. Et puisque cet homme montre qu'il accorde de l'importance à l'enseignement, à la jeunesse, je considère que dans la situation actuelle, il faut absolument lui apporter tout l'appui qu'il faut. Donc, selon vous, Félix Tshisekedi est le favori de ces élections? C'est mon favori, c'est mon souhait. Si je disais favori, c'est-à-dire que je pense que comment se déroulent les choses d'une manière objective, ce serait lui. Moi, je dis, je suis plus que dans l'objectivité. Je souhaite que ce soit lui. Est-ce que dans son mandat, durant ces 5 ans, quelles sont les choses positives et négatives que vous pouvez dégager durant son premier quinquennat? Le positif, je crois que je l'ai dit très clairement, l'attention qu'il apporte à la jeunesse congolaise en travaillant sur l'enseignement, en rendant l'enseignement gratuit dans un pays de pauvreté très répandu, est une chose qu'il faut absolument mettre en avant et retenir.
si les Congolais veulent que leur pays arrive à un moment donné à une meilleure place sur le plan mondial, c'est là qu'il faut commencer. C'est par l'éducation, parce que c'est l'éducation qui fera que nous aurons des bons soldats, c'est l'éducation qui fera que nous aurons des bons charpentiers. Mais cette éducation, on dit qu'il est allé trop vite en besogne. L'enseignement n'était pas le lancement de l'enseignement gratuit n'était pas programmé, donc il y a les niveaux d'enseignement encore très baissés en République démocratique du Congo. Comment vous soutenez cela? Alors ça, c'est ce que nous allons voir, parce que entre 5 millions d'enfants qui savent rien, qui savent pas dire, qui savent pas écrire papa et à la maison, et 5 millions d'enfants qui écrivent papa et à la maison en mettant Z à la place de S, je préfère celui qui fait la faute. Parce que lui, au moins, il est rentré dans le système, il commence à apprendre. Pour autant que ce soit un jeune curieux, il aura les instruments de la lecture, les instruments du calcul, il aura la base. Même si elle n'est pas parfaite, d'ailleurs, qu'est-ce qui a la capacité? Qui a la capacité de faire quelque chose de parfait ici dans la vie? Personne. Celui qui fait doit être encouragé. Et ça, c'est le point le plus déterminant pour notre avenir. C'est vraiment le plus déterminant. Le sous-développement, c'est d'abord l'ignorance. Et lutter contre l'ignorance, il faut le faire, quelles que soient les conditions. Les conditions vont s'améliorer, je ne doute pas. Parce que celui qui a montré qu'il s'occupe, que cette affaire d'instruction est un souci pour lui, il ira d'amélioration en amélioration et je fais confiance. Et les points négatifs? Oh, j'ai pas très bien compris. De son mandat, parce que Félix Tshisekedi a promis de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Alors, moi, je ne fais pas l'inventaire. Nous allons aux élections avec notre territoire sous l'emprise des M23. Je ne fais pas l'inventaire de défauts comme ça, commençant par la sécurité. Je ne fais déjà pas l'inventaire des Donc faiblesses. c'est une promesse qu'il a tenue. Je ne fais pas l'inventaire des promesses. Parce que moi, je ne reçois pas une promesse politique comme le commun des mortels. Moi-même, je suis un politique. Lorsqu'un politicien énonce une promesse, en réalité, il exprime un souhait. Il exprime un souhait qui ne pourra se réaliser qu'avec votre participation. Parce que lui, il ne va pas prendre les mitraillettes et commencer à descendre sur... c'est le commandant suprême. Mais bien évidemment. C'est lui qui donne l'élan. Oui. Je viens de vous dire, madame, que je ne tombe pas dans ce piège facile. Parce que sur tous les politiciens qui passent dans le monde entier, si vous voulez faire l'inventaire des promesses non tenues, vous en trouverez. Moi, je donne confiance à ce que je vois de positif et je vais là pour encourager. Alors, si vous me laissez répondre sur ce que je considère comme étant les erreurs de Tshisekedi, je dirais, c'est le fait d'avoir de s'être lui-même constitué un entourage constitué essentiellement par des gens qui ne connaissent pas le pays. Quand il est arrivé, son cabinet était constitué à 70% même plus par des gens qui ne connaissaient pas les réalités du pays. Et ça a coûté cher. Ça a coûté très cher parce qu'il faut apprendre le tout à zéro. Alors qu'il y avait ici, sur place, des gens, même à l'UDPS, qui connaissent très bien ce pays et qui auraient pu l'aider à avoir un démarrage un peu plus conséquent. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila. Oui, ce que je ne regrette pas. Mais y a-t-il de points communs entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi dans la gestion du pays? Bon, moi, je n'ai pas travaillé avec non, Félix dit que lorsque vous l'observez même de loin... Oui, bon, à la base, ce que je vois à travers ces deux hommes, c'est la volonté de baser la politique sur la social-démocratie, c'est-à-dire sur un certain nombre de valeurs. Les deux se réfèrent à cette idéologie-là, à cet idéal-là. C'est déjà un point commun.
Et pour moi, c'est des gens qui devraient normalement travailler ensemble. Mais les réalités politiques font qu'ils ne sont pas ensemble. On l'assume, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a quelque chose qui aurait pu le rassembler, c'est ça. Et une seconde chose, c'est l'amour du pays. Kabila appelait ça la passion du Congo. Je trouve que Félix aime le Congo et le Congo l'aime. C'est ça. Et ça, nous l'avions manqué. À un moment donné, bien que le président de la République sous lequel nous travaillons, bien que nous-mêmes nous aimions le Congo, mais le Congo ne nous a pas rendu cet amour comme je le vois aujourd'hui. Alors, dans ces circonstances-là, je dis que puisque cet homme aime le Congo et que le Congo l'aime, il faut le laisser travailler. Nous avons fait notre temps. Il faut le laisser travailler. Et l'encourager. Et l'encourager. Oui. Mais entre-temps, sur terrain, Félix Tshisekedi n'est pas le seul candidat. Au niveau de l'opposition, on voit il y a d'un côté Martin Fayulu, de l'autre côté il y a Moïse Katumbi. Il y a certains qui désistent en faveur de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Kabila. Lorsque vous regardez Katumbi aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce candidat? Aujourd'hui, l'opposition peut-elle battre? Moi, je ne fais aucune confiance à ce compatriote. À Moïse Katumbi? Aucune. Pourquoi? Ancien gouverneur, régime Kabila. Je le sais très bien. Même s'il était Premier ministre, j'allais dire la même chose. Je ne lui fais aucune confiance. Même quand il était, vous étiez avec lui? Je ne lui fais aucune confiance. Dois-je le répéter encore? Je ne lui fais aucune confiance. Écoutez, ce pays, vous êtes jeune, mais ce pays, les Belges, avait laissé une grosse entreprise ici qui était en réalité la mamelle de la République démocratique du Congo. Ensuite, elle est devenue la mamelle de la République du Zaïre, qui s'appelait à l'époque coloniale l'Union minière du Haut-Katanga. Ce pays vivait pas seulement, mais aussi sur l'Union minière du Haut-Katanga. Mobutu est arrivé, Mobutu que nous avons combattu, que nous avons insulté. On a tout fait sous Mobutu. Mobutu a eu un réflexe nationaliste, un réflexe patriotique. Il a dit, une telle société aussi stratégique, aussi importante, ne peut pas rester entre les mains des étrangers. Il a nationalisé et il a créé la Gécamine. La Gécamine a nourri ce pays pendant toute la période de Mobutu. Et même un peu après. Il y a des gens qui l'ont saucissonné, qui l'ont pris, qui l'ont cassé, qui l'ont divisé, qui l'ont vendu, qui ont profité de ça pour s'enrichir personnellement. L'argent, la vente de la Gécamine, on ne voit pas où c'est parti au Katanga lorsqu'on se promène là-bas. On ne voit pas où est parti cet argent. Où est la Gécamine aujourd'hui? Aujourd'hui, la Gécamine, c'est une entreprise, c'est une grande entreprise au niveau congolais. Or, cette entreprise devait être une entreprise minière au niveau mondial, si on l'avait laissé évoluer. Elle a été saucissonnée pour l'intérêt de quelques personnes. Par exemple, quelles sont ces personnes? Mais nous parlons de quelqu'un. De Moïse Katumbi. Mais oui. Et il a géré. Le Congo avait une grande entreprise ferroviaire, SNCF, qui allait prendre qui descendait avec le cuivre et toutes les marchandises. Cette entreprise a été mise en faillite parce qu'il fallait que le gouverneur ait sa propre entreprise de camions. Nous sommes un pays où nous sommes une entreprise. La République démocratique du Congo, c'est un pays, c'est une nation ou une entreprise? Donc vous craignez qu'une fois qu'il soit là, il va privatiser? Je ne crains pas, je suis sûr qu'il va tout privatiser. Il va tout vendre, tout privatiser à son compte et sous le compte de ses amis. Et moi, je ne veux pas de ça. Je veux voir le Congo, je vois le Congo comme une nation. C'est-à-dire que celui qui sera à la tête du pays, il va penser à nous en tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple. Il va regarder les enfants du Congo, il faut qu'ils aillent à l'école, il va regarder les adolescents, les débutants adultes, pour aller dans les universités et tout ça, avec nous. On ne va pas lui jeter à lui toute la responsabilité, comme on le fait dans les rues de Kinshasa. Non, on va l'accompagner tous, nous allons travailler pour ça.
pour que le Congo avance. Pas pour que quelques personnes s'enrichissent et surtout l'étranger. Mais pourquoi quand il fut gouverneur au niveau de la majorité au PPRD, vous connaissiez qu'il était en train de faire ça? Pourquoi à l'époque vous n'avez pas dénoncé cela? Ce n'est qu'aujourd'hui, quand il décide d'être chef de l'État, qu'il y a maintenant des choses qu'il commence à sortir. Mais parce que ce n'est pas la même chose. Un gouverneur, ce n'est pas un chef de l'État. Le chef de l'État, il aura le pouvoir sur tout. Toute la forêt de l'Équateur sera vendue. Et moi, je ne veux pas de ça. Tout ça va partir. Tout. Le lithium, le cobalt, tout ça, ça va partir. Mais le fait qu'il y ait des Congolais il y a Matata Ponyo qui fut qui fut Premier ministre dans ce pays, qui s'est rangé aux côtés de Katumbi, il y a Sesanga, il y a Seth Kikouni, il y a toutes ces... Et ça prouve quoi? Sa popularité, puisqu'on voit sur le terrain... Non, popularité de 4 personnes. Écoutez, ce sont des individus qui choisissent en fonction de leur façon de voir les choses, qui choisissent en fonction de leur analyse. Moi, je ne crois pas à Katumbi président pour les intérêts du Congo. Je veux que le Congo soit entre les mains des Congolais. Donc vous préférez Fayoulou? Évidemment, s'il y a Fayoulou et Katumbi, mais il n'y a pas match. Je ne discuterai même pas une seconde. Qu'est-ce que vous reprochez à Fayoulou? Qu'est-ce que le Congo ici peut reprocher à ce Kinoa, à Saïdouni? Rien. Maintenant, je suis devant un choix. Je choisis celui qui, pour moi, me semble en posture de pouvoir gagner et de gérer le pays. Mais je ne suis pas en train de dire que tous les autres candidats sont mauvais. Non, j'ai suivi Mozito. S'il y a Mozito contre Katumbi, je ne suis pas fou pour aller choisir Katumbi. Je choisirais Mozito parce que j'ai entendu ce qu'il veut dire. Et je sais que c'est un Congolais. Est-ce que la population congolaise l'aime? Ça, c'est encore point d'interrogation. Nous allons voir ça après. Mais c'est un Congolais qui s'exprime, qui dit ce qu'il va faire. Et ça me convient, puisqu'ils ne vendent pas mon pays. Il n'y a pas de risque que Mozito vende mon pays. Il n'y a pas de risque que Fayoulou vende mon pays. Est-ce que vous pensez que le Congo est vendu par des étrangers? Christophe Mbosso l'a dit au Parlement, il a demandé la décision des Congolais lorsqu'il a demandé aux députés nationaux de sortir dans les armées et consorts, il avait dit ça. Est-ce qu'il avait pointé que les étrangers, il y a aussi des Congolais aussi qui sont en train de trahir le pays? Il y a beaucoup de Congolais qui trahissent le pays, mais ce n'est pas une raison pour mettre d'eux à la tête de la République. Ce n'est pas une raison. Il faut combattre cette idée-là. Tous les pays du monde choisissent les gens qui viennent pour les protéger. Ok? Pourquoi nous allons prendre un risque sur quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va nous protéger? Mais aujourd'hui, tu sais qu'on l'accuse aussi qu'il a trahi. Il a vendu le pays avec Kagame. Kagame, à l'époque de Kabila, il avait du mal à revenir ici en RDC. Oui. Tu sais qu'il l'a mené au stade de martyr. Oui. Et là, avec le stade de martyr, il est parti avec? Mais on l'a accusé, on dit qu'aujourd'hui, les M23, c'est qu'il dit qu'il n'est pas respectueux de certains accords. Les ce n'est pas mon problème, madame. Vous avez invité Jean-Pierre Kabila pour entendre ses analyses à lui. Mon analyse à moi, elle est simple, elle est la suivante. Aujourd'hui, nous avons des candidats présidents de la République. Il y en a un sur lequel je vous dis clairement que pour rien au monde, je ne mettrai mon vote parce qu'il ne me rassure pas. Son passé ne me rassure pas. Il n'a rien fait dans ce pays qui pourrait me motiver pour que je lui donne la présidence de la République. Maintenant, si vous me parlez de Mbosso, que Mbosso a dit qu'il y a aussi des Congolais qui trahissent le pays, mais bien évidemment qu'il y en a. On n'est pas que des saints en République démocratique du Congo. Il y a des problèmes comme partout. Mais ces gens-là, ils ne sont pas candidats à la présidence. Celui qui est candidat à la présidence, c'est Antoine Tshisekedi, c'est le Premier ministre Mozito, nous connaissons toute la liste. Et puisque vous m'avez interrogé sur Katumbi, je vous ai répondu sur lui. Pour rien au monde, je n'encouragerai mes compatriotes à voter pour lui, parce que c'est un homme dangereux qui va vendre notre pays, et nous aimons ce pays. En face de lui, il y a quelqu'un qui aime le pays et que les Congolais aiment aussi. Quand je vois Antoine Tshisekedi,
circuler ici à Kinshasa, quand je le vois dans le stade et tout, je vois comment les Congolais réagissent, je vois que les Congolais l'aiment. Et puisqu'il y a l'amour, il faut être des deux côtés, ils s'aiment, je crois que cet homme-là, qui n'est pas sans défaut, mais il nous amènera à quelque chose. Si nous aussi, nous ouvrons les yeux et que nous l'accompagnons avec les critiques qu'il faut, avec les encouragements qu'il faut, lorsque ça sera nécessaire. Voilà ma position, claire. Vous soutenez Félix Tshisekedi, vous êtes rassuré qu'il va gagner ces élections? Rassuré, je ne pense pas, madame, parce que moi, j'ai fait du sport un peu, pas beaucoup, j'ai jamais été champion. Vous espérez? Je souhaite. Vous souhaitez c'est plutôt. Plus que l'espoir, oui. Je souhaite et j'y tiens. Des situations d'attente. Une fois qu'il arrive, il obtient son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Quelles sont les mesures urgentes que le chef de l'État devra prendre une fois à la tête de son nouveau mandat? Bon, déjà moi, j'aimerais être modeste. Parce que de venir faire la leçon à la télévision, à tout le monde dire que c'est ça et ça et ça qu'il faut faire, je ne suis pas de cette race-là. J'aimerais être modeste. Mais je relève quelques problèmes qui me semblent criants. Il faut continuer l'amélioration de l'enseignement, de l'instruction publique. Il faut continuer sous cette voie-là. Il faut améliorer l'enseignement public de l'école primaire jusqu'à l'université. Il faut que ce pays redevienne ce qu'il était à la fin de l'époque coloniale et au début de l'époque de souveraineté. Ça, c'est mon souhait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça à faire. C'est ce que moi je pense. Deuxièmement, je pense que Tshisekedi devrait accentuer le travail des routes, de toutes les voies de mobilité. Il n'y a pas que la route. Il y a le fleuve Congo qui est une autoroute que Dieu nous a offert comme ça. Il faut travailler dessus. Il faut travailler sur les chemins de fer. Nous avons un chemin de fer qui part de Banana, Matadi, Boma, Matadi, Kinshasa. Kinshasa a 12 millions d'habitants. Sans chemin de fer, c'est pas possible. Il faut le faire. Il faut refaire le chemin de fer de l'Est du pays. C'est important. Il faut relancer l'agriculture et en faire une agriculture non seulement pour qu'on mange mieux, non seulement pour qu'on essaie d'atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi pour qu'on reprenne nos places. Ce Congo était cité parmi les meilleurs producteurs du cacao dans le monde entier, le meilleur producteur du café, le meilleur producteur du thé, le meilleur producteur du coton, le meilleur producteur de l'huile de palme. Nous ne le sommes plus. Il faut revenir à ça. Donc il faut travailler l'agriculture. Il faut faire des efforts là-dessus. Mais là, évidemment, il ne le fera pas tout seul. Il le fera parce que les Congolais vont le suivre. Et comme les Congolais l'aiment, parce que je vois que les Congolais l'aiment, ils vont certainement l'écouter, l'accompagner, travailler avec lui pour que la République avance. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous étiez au PPRD. Lorsque vous voyez votre ancienne famille politique vouloir jusqu'à présent, espérer toujours qu'un jour Joseph Kabila reviendra diriger ces pays, est-ce que vous aussi vous partagez, vous croyez en cela, puisque vous connaissez l'homme, vous avez travaillé avec lui? Madame, je ne suis pas dans le cerveau de Kabila, mais je le connais un tout petit peu. Je sais que Kabila est un homme de principe. Et j'aimerais vous rappeler, et rappeler à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, que Kabila a favorisé Sun City. Sun City, c'est la naissance de la Troisième République. Là-bas, à Sun City, les Congolais s'étaient mis d'accord de ne plus avoir des présidences qui durent trop longtemps. Et ils ont traduit ceci dans la Constitution, dans le préambule et dans un article précis, pour dire qu'il faut 2 fois un mandat de 5 ans. Kabila a fait ça. Joseph Kabila, il a fait ça. Il faut peut-être le rappeler. Pour moi, il a bien fait ça, parce que ce pays était complètement divisé. Il a rassemblé, il a fait des sacrifices, il a laissé une partie de son pouvoir pour que les gens viennent. Il a créé une armée. Il a remis l'enseignement
en marche. Parce que l'histoire de la gratuité ici, c'était déjà dans cette constitution. Il a reconstruit l'État. Du moins, il a planté les fondations de l'État. Pourquoi vous voulez que Kabila revienne? Juste pour vos intérêts personnels? Ce n'est pas une raison, madame. Félix Tshisekedi doit, avec nous, reconquérir ce pays. Mais ce n'est pas une raison pour aller à l'encontre d'une constitution que vous avez décidée en toute liberté. Sous cette constitution, il y a la signature de Kabila. Cette constitution, elle a été acceptée par référendum par l'ensemble de la population congolaise. Si nous voulons bâtir une démocratie durable, nous devons apprendre à respecter. Kabila est un homme respectable. Il a fait ce qu'il a fait de bien. Ce pays doit le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas parce qu'on est dans des difficultés politiques, chacun veut se montrer, tout ça, montrez-vous, etc. Mais ne piégez pas Kabila. Parce qu'en ce moment, ces gens qui poussent Kabila à essayer de reconquérir le pouvoir, ils trahissent la constitution congolaise. Ils trahissent même la signature de Kabila. Moi, je ne ferai pas ça. Oui? Mais ils hallucinent, connaissant Kabila, il ne peut jamais faire. Il ne peut pas faire ça. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je vous ai donné mon point de vue. Kabila ne fera pas ça. Parce que Kabila, c'est un homme qui a le sens de l'histoire. Il sait que l'histoire retiendra que ce pays était chaos, complètement chaos, divisé, qu'il n'y avait plus rien, pas d'État, rien, plus d'armée, rien. Que lui, il est venu, il a fait ça. Il a fait ça sous la base d'une constitution. Il a laissé cette constitution. Il est parti. C'est le premier qui a fait une passation pacifique du pouvoir. Vous pensez vraiment que Joseph Kabila, il va suivre ceux qui, pour leur intérêt, lui poussent à reprendre le pouvoir pour qu'eux redeviennent ministres, directeurs de cabinet adjoints, enfin tous les conseillers spéciaux ou, je sais pas moi, directeur général à gauche et à droite. Pour eux, lui doit gâcher la marque qu'il a mise dans l'histoire. Il ne le fera pas. Monsieur Jean-Pierre Kamila, nous arrivons à la fin. Vous regardez votre caméra. À moi, la population qui vous écoute. Chers compatriotes, l'heure est suffisamment grave. Beaucoup de pays qui estiment qu'ils doivent régenter le monde s'organisent pour mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui va leur vendre le Congo, en pièces ou entièrement. Vous devez vous opposer à ça. Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ont travaillé pour l'unité de ce pays. Ne mettez pas ce pays entre les mains de quelqu'un qui pourrait, pour ses intérêts personnels, le vendre, le disloquer, le balkaniser comme on dit ici. Donnez-le à quelqu'un que vous aimez, puisque vous avez montré que vous l'aimez, à quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, dont vous connaissez les origines complètement. Donnez ce pays à cette personnalité-là pour qu'il le dirige. Ne suivez pas ceux qui veulent mettre notre pays à feu et à sang. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Entretien. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Au revoir.